Bonjour à toi. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je voudrais te raconter un dossier qui a secoué une petite communauté tranquille et qui, malgré toutes les apparences d'une vie de famille unie, a fini par révéler de sombres vérités enfouies. Il s'agit d'une affaire qui s'est déroulée en 2019 dans un quartier paisible de Lakewood, dans l'État de Washington. À première vue, tout semblait idyllique. Les voisins se saluaient en promenant leurs chiens, les familles profitaient de l'ambiance calme des rues bordées d'arbres, et personne n'aurait cru qu'un crime si tragique puisse un jour s'y produire. Avant de passer à la suite, je t'invite à liker et à t'abonner. Ça m'encourage énormément. La tragédie, que les journaux locaux ont rapidement qualifiée de choquante, a pour noyau une famille divisée entre deux sœurs. La plus jeune, Catherine Monroe, semblait toujours afficher un sourire avenant et une attitude sereine, tandis que son aînée, Patricia Lowe, gérait sa vie de manière exemplaire. Un mariage stable avec Brandon Lowe, un emploi d'analyste comptable qui lui permettait de subvenir confortablement à leurs besoins et un cercle d'amis soudés au sein de leur église de quartier. Au sein même de la petite communauté de Lakewood, beaucoup trouvaient admirable ce couple attachant formé par Patricia et Brandon, lequel travaillait en tant que conseiller dans une salle de sport. Grand, athlétique, facile d'approche, il s'entendait bien avec presque tout le monde. Aux yeux de tous, il ne faisait aucun doute qu'il incarnait la figure du gendre ou du voisin idéal, toujours prêt à aider, toujours souriant. Pour beaucoup de gens, Patricia et Brandon symbolisaient un modèle de réussite conjugale. Toutefois, derrière la façade polissée de Catherine, la plus jeune sœur de la famille, couvait un sentiment amer d'injustice et de solitude. Au fil de son existence, elle s'était sentie négligée et mise de côté à cause de cette comparaison constante et pesante avec sa sœur aînée, laquelle était apparemment dotée d'un destin plus généreux. Dans cette famille, Patricia avait toujours semblé la mieux considérée. On la voyait comme la petite perle, la gentille fille exemplaire, qui réussissait tout ce qu'elle entreprenait. Catherine, quant à elle, avait connu plusieurs déboires professionnels et une série de ruptures amoureuses douloureuses. Si, en surface, elle affichait un caractère énergique et volontaire, une partie d'elle-même ne cessait de se sentir en porte-à-faux dans un foyer où elle avait fini par penser qu'elle ne méritait pas de place véritable. Brandon Lowe est la victime de ce drame sordide. Son entourage le décrivait comme l'âme d'une fête, un homme au cœur d'or que tout le monde aimait et respectait. Il est donc difficile d'imaginer que, dans ce paysage familial, il puisse y avoir la moindre rancune envers un homme si dévoué. Pourtant, rien n'est jamais aussi lisse et parfait qu'il n'y paraît. Les événements, tels qu'ils ont été reconstitués au cours de l'instruction, montrent que Catherine, prise dans une spirale de ressentiment et de difficultés financières, a fini par élaborer un plan qui combinait vengeance et appât du gain. Personne ne savait à quel point elle était endettée, ni à quel degré ses échecs successifs l'avaient rendue aigrie et méfiante envers ceux qui semblaient avoir tout ce dont elle avait été privée. Au moment du crime, elle nourrissait une amertume profonde, non seulement envers sa sœur, mais aussi envers le système familial, voire social, qui paraissait continuellement la faire échouer. La vie de Brandon, lui, n'avait pourtant pas été exempte de défis. Il avait, dans sa jeunesse, surmonté le divorce de ses parents et s'était juré de réussir sa vie familiale mieux que son père, qu'il avait abandonné alors qu'il n'était qu'un jeune adolescent. Cela l'avait poussé à se rapprocher de son grand-père et d'autres figures masculines rassurantes, notamment un ancien entraîneur local de basket, que tout le monde décrivait comme bienveillant et protecteur. Brandon avait grandi avec l'idée que rien n'était plus précieux que la fidélité et la loyauté envers les siens. C'était d'ailleurs ce qui l'avait immédiatement séduit chez Patricia. Son dévouement, son sérieux,
son envie de construire quelque chose de solide. Ensemble, ils incarnaient ce couple rayonnant qui rassurait les proches. Personne n'avait la moindre raison de penser qu'un drame pourrait se jouer derrière leur apparente solidité. Patricia, de son côté, était l'image même de la fille exemplaire, appliquée à l'école, proche de ses parents et toujours prête à rendre service. Dotée d'un talent certain pour les chiffres, elle avait décroché un bon emploi sans trop d'efforts, du moins en apparence. Ses amis la décrivaient comme une personne attentionnée, prévenante, dotée d'un humour discret, mais efficace. Lorsqu'elle épousa Brandon, beaucoup pensèrent que ces deux-là étaient l'alliance parfaite. Pourtant, malgré une existence lisse, Patricia portait en secret une lourde angoisse liée à la perception qu'avait Catherine de cette relation fraternelle. Il est vrai que Patricia, au fil des ans, avait parfois perçu quelques signaux de jalousie et un mal-être chez sa sœur cadette, sans jamais prendre la mesure de l'ampleur de la colère enfouie. Lors des réunions de famille, elle tentait de se rapprocher de Catherine, de la soutenir, de l'encourager dans ses démarches, mais ce n'était jamais suffisant. Catherine semblait parfois refuser toute main tendue, persuadée que Patricia faisait tout mieux qu'elle, et que ce soutien n'était qu'une condescendance de plus. La vérité cachée, que la famille préférait taire, c'est que Catherine avait été adoptée tout bébé. Une information jalousement tenue secrète. Lorsque Catherine l'apprit à l'âge adulte, elle se sentit trahie et isolée. Tout à coup, cette sensation persistante de ne pas faire partie du clan prenait un sens brutal. Patricia, de son côté, n'avait appris cette adoption qu'adolescente et s'était toujours efforcée de considérer Catherine comme une sœur à part entière, sans faire de différence. Le problème, c'est que Catherine, blessée, interpréta chaque réussite de Patricia comme une injustice, un signe supplémentaire qu'on ne la traitait pas comme une vraie fille de la famille. Cette révélation, découverte peu de temps avant la tragédie, fut un élément déclencheur. Catherine se persuada que ses parents s'étaient toujours plus investis dans la vie de Patricia, qu'ils avaient négligé la cadette sous prétexte qu'elle était autre. Même si personne dans la communauté n'avait eu vent de cette adoption, Catherine la vivait au plus profond de son être comme l'éclaircissement ultime de tout ce qu'elle avait ressenti depuis sa plus tendre enfance. La découverte du corps de Brandon Lowe eut lieu un matin de la mi-octobre 2019, alors que l'automne commençait à peindre les arbres de couleurs chaudes. Un employé d'un service de location de barques et de kayaks fut envoyé pour vérifier l'état d'un vieux chalet au bord du lac, appartenant à une société immobilière qui comptait le rénover pour le proposer en location saisonnière. Dès qu'il s'approcha de la porte, il remarqua qu'elle était restée entr'ouverte. Alerté par une forte odeur et par un silence lourd, il pénétra dans le chalet, pensant trouver peut-être un animal mort ou une installation qui fuyait. À peine eut-il fait quelques pas qu'il aperçut au sol un homme inerte, couché dans une mare de sang. Affolé, il alerta immédiatement les secours. Malheureusement, Brandon était déjà mort. Les premières constatations montraient des plaies profondes sur la partie supérieure du torse, ainsi que des traces de lutte. La position du corps laissait penser qu'il avait probablement tenté de se défendre. L'arrivée des enquêteurs, dirigés par l'un des deux principaux détectives chargés de l'affaire, suscita rapidement l'intérêt des médias locaux, car un meurtre à Lakewood restait un phénomène très rare. Ce premier détective, un vétéran du département de police, était réputé pour sa persévérance et sa rigueur quasi obsessionnelle. Son partenaire, plus jeune, avait déjà fait ses preuves dans des affaires de cambriolage violent et n'hésitait pas à s'impliquer directement dans le travail de terrain. Ils inspectèrent minutieusement la scène. Le chalet, encore meublé de façon rudimentaire, portait quelques taches sombres sur les murs, signe qu'une altercation avait peut-être éclaté. Sur la table, des verres et des bouteilles de vin laissaient penser que la victime n'était pas venue seule.
Les enquêteurs retrouvèrent également des traces de produits que l'on soupçonna être un somnifère ou un poison léger, des comprimés réduits en poudre, éparpillés près du plancher du vestibule. Tout indiquait que Brandon avait été drogué, ou du moins affaibli, avant qu'on ne s'en prenne à lui. Les détectives contactèrent rapidement la famille de Brandon. Patricia, bouleversée, affirma qu'elle ignorait tout de la sortie de son mari dans ce chalet. Elle supposait qu'il était parti en déplacement pour son travail de conseiller sportif, car il avait mentionné la veille un rendez-vous professionnel sans toutefois donner de détails. Elle-même rentrait d'un court séjour chez une amie d'enfance, où elle avait passé la nuit. D'emblée, la police dut vérifier son emploi du temps, comme pour tout proche de la victime, et elle fut jugée crédible. On examina également les relevés téléphoniques et bancaires du couple, et rien ne laissait supposer que Patricia fût directement impliquée. L'enquête aboutit très vite à un recoupement intrigant. La voiture de Catherine Monroe avait été filmée par une caméra de surveillance située à proximité de l'entrée du chemin qui menait au chalet, tard dans la soirée précédente. Le système de caméra, installé par la municipalité pour surveiller l'afflux de touristes, enregistrait tous les véhicules circulant sur les routes forestières menant au lac. De plus, Catherine avait échangé plusieurs SMS avec Brandon dans les jours précédant la mort de celui-ci, et les messages n'avaient rien d'hostile. Au contraire, ils semblaient révéler une certaine intimité et la promesse d'une rencontre privée. Le plus âgé des détectives, en recoupant ces indices, soupçonna rapidement une relation clandestine. Les résultats préliminaires des analyses toxicologiques confirmèrent la présence d'un sédatif dans le sang de Brandon. La policière en charge de la partie médico-légale mit en évidence la signature chimique d'un produit couramment utilisé pour endormir rapidement une personne, produit dont on avait trouvé des résidus dans le contenant d'une bouteille de vin à moitié vide. Au début, la police s'interrogea. S'agissait-il d'un rendez-vous romantique qui avait mal tourné? Une dispute? Un piège? Les détectives commencèrent à interroger les gens de l'entourage de la victime. Un voisin curieux, quelques collègues de la salle de sport qui avaient peut-être remarqué un changement de comportement chez Brandon, et même une proche de Patricia qui assurait avoir parfois perçu une certaine tension entre les deux sœurs. Les langues se délièrent peu à peu, faisant émerger des rumeurs sur un possible lien intime entre Catherine et Brandon. Personne ne voulait imaginer que la sœur de Patricia pût réellement être impliquée dans un acte si violent, mais les preuves s'accumulaient. Convoquée pour un premier interrogatoire, Catherine se montra nerveuse et évasive. Elle expliqua avoir simplement fait un détour par la zone du lac pour prendre l'air et se détendre, en prétextant des soucis personnels. Elle reconnut avoir échangé des messages avec Brandon, mais affirma que cela ne concernait qu'un projet commun d'investissement pour une petite entreprise de location de matériel de gym à domicile. Les enquêteurs n'étaient pas convaincus. D'une part, la version de Catherine sur l'heure à laquelle elle aurait quitté la route du lac ne concordait pas avec l'enregistrement vidéo. D'autre part, plusieurs témoins proches de la famille déclarèrent qu'ils avaient remarqué, depuis quelques semaines, un trouble émotionnel chez Catherine, comme si elle était agitée par quelque chose d'excitant, voire de dangereux. Alors que l'investigation progressait, on apprit que Catherine accumulait les difficultés financières. Son ancien partenaire d'affaires, un certain investisseur local, confia aux détectives qu'elle était criblée de dettes à la suite d'un lancement raté de produits cosmétiques en ligne. Lorsqu'on examina ses relevés bancaires, on découvrit qu'elle avait contracté plusieurs prêts à taux très élevés. Depuis quelques mois, elle peinait à honorer ses remboursements. Les enquêteurs établirent alors une nouvelle piste. Catherine aurait pu chercher à obtenir des fonds rapidement, peut-être par un chantage ou en exploitant la police d'assurance-vie de Brandon. S'il s'avérait que Catherine avait un accès à son argent, le mobile financier venait s'ajouter à la jalousie qu'elle semblait ressentir envers la vie rangée et heureuse de sa sœur aînée. Afin d'approfondir l'enquête,
les principaux détectives sollicitèrent un expert en informatique judiciaire pour analyser le contenu du téléphone et de l'ordinateur portable de Catherine. Les données récupérées révélèrent des recherches sur la manière d'obtenir des somnifères, des poisons discrets, ainsi que des articles détaillés sur la toxicologie. On y trouvait aussi des recherches relatives à l'assurance vie de Brandon, à savoir comment en vérifier les bénéficiaires ou comment contester un testament. Ces découvertes confortaient nettement la piste d'un acte prémédité. Autre fait troublant, Catherine avait envoyé plusieurs mails à un ami de la famille, décrivant ses parents et sa sœur comme superficiels et évoquant un énorme secret qui la rongeait. On ignore si cet ami avait pleinement compris le sens de ses propos, mais il déclara à la police avoir lu ces messages comme des plaintes habituelles, jamais comme des menaces concrètes. Les enquêteurs procédèrent ensuite à des comparaisons d'ADN. Une mèche de cheveux bruns fut retrouvée près de la table du chalet, ainsi que des empreintes digitales sur la bouteille de vin. Les analyses confirmèrent qu'elles appartenaient à Catherine. Pour compléter le tableau, le témoignage d'un employé d'une pharmacie locale attira l'attention des policiers. Selon lui, Catherine était venue quelques jours avant le crime, cherchant à acheter un puissant somnifère, sous prétexte de l'offrir à un proche souffrant d'insomnie. Elle n'avait pas d'ordonnance, et l'employé avait dû refuser la vente. Néanmoins, on soupçonnait qu'elle s'était procuré, par la suite, un produit similaire sur Internet ou via un tiers. Plusieurs personnes furent elles aussi placées sur la liste des suspects potentiels, du moins temporairement, car dans un premier temps, rien ne permettait d'exclure un complice ou même un tiers inconnu ayant pu croiser la victime dans ce chalet. Parmi ces suspects figurait un collègue de Brandon, un individu taciturne qui, selon certains, nourrissait une vive rivalité professionnelle. Les enquêteurs découvrirent que la victime et ce collègue s'étaient disputés au sujet d'un programme de coaching. Toutefois, l'alibi de cet homme, confirmé par des caméras de stationnement au moment des faits, le disculpa rapidement. On soupçonna aussi un autre membre de la famille, qui se montrait cynique et distant, en raison d'un différend ancien sur un héritage. Cette piste s'évanouit toutefois, car ses déclarations et ses déplacements furent corroborés par plusieurs témoins. La police se concentra de plus en plus sur Catherine. À mesure que l'on épluchait son passé, on apprenait qu'elle avait eu plusieurs liaisons houleuses, marquées par des ruptures douloureuses et une dépendance affective. Un ancien compagnon, interrogé, raconta que Catherine avait parfois des accès de rage et un besoin maladif d'être rassurée et valorisée. Il raconta même qu'elle avait entretenu, dans une période de dépression, l'idée que sa sœur aînée profitait d'une injustice divine qui la comblait, tandis qu'elle-même croupissait dans l'échec et l'amertume. Il n'y avait alors pas eu de violence, mais ce compagnon avait ressenti chez Catherine un état de jalousie obsessive. La rupture arriva lorsqu'on mit la main sur des échanges de courriels compromettants entre Catherine et Brandon, découverts dans un dossier caché sur l'ordinateur de la victime. Les premiers mails commençaient de façon assez formelle. Brandon et Catherine discutaient de problèmes personnels, Catherine cherchant apparemment du réconfort auprès de son beau-frère. Peu à peu, le ton devenait plus intime, parfois ambigu. Il y avait des allusions à des rencontres tard le soir, des sous-entendus sur la tension qu'ils ressentaient l'un envers l'autre. Ces documents laissaient transparaître un jeu dangereux dans lequel Catherine flattait l'ego de Brandon, tout en évoquant discrètement le vide affectif qu'elle traversait. Il n'y avait pas de certitude que Brandon se serait réellement engagé dans une liaison adulte et consentie, ou s'il était sous l'emprise de la manipulation de Catherine, mais il restait clair que ce dialogue dépassait les limites d'une simple entente amicale. Patricia, lorsqu'elle apprit l'existence de ces échanges, s'effondra. Elle eut un choc terrible en découvrant que Brandon, l'homme droit et loyal qu'elle avait épousé, avait pu, au minimum,
céder à un flirt malsain avec sa propre belle-sœur et, au pire, envisager une tromperie. Cela n'excusait évidemment en rien le crime, mais cela ajoutait une tragédie supplémentaire à ce drame familial. Dans les médias, beaucoup se mirent à spéculer que Brandon avait lui-même mis en péril son couple en se laissant tenter par la sœur de sa femme. On ne saura probablement jamais si Brandon s'apprêtait à rompre tout contact ou à poursuivre cette idylle interdite, ni ce qui a pu exactement se passer dans ce chalet. Les enquêteurs, eux, se focalisaient sur le fait que Catherine avait manifestement attiré Brandon sur ce lieu isolé, sous un prétexte qui reste flou. La violence de la scène, combinée à l'hypothèse d'un empoisonnement partiel, renvoyait à l'idée que Catherine avait prémédité son acte. Restaient quelques éléments contradictoires. Pourquoi un meurtre si brutal, au lieu de se contenter d'une extorsion ou d'un chantage? Certains enquêteurs pensèrent que Catherine avait pu perdre le contrôle lors d'une dispute, que Brandon, sentant le piège, avait tenté de fuir ou de s'opposer à elle, déclenchant un passage à l'acte sanglant. D'autres considéraient que Catherine, consumée par la haine envers Patricia et la rancune envers son statut d'enfant adopté, avait planifié cette vengeance depuis longtemps. En tuant l'homme qui symbolisait le bonheur parfait de sa sœur, elle pensait peut-être briser définitivement ce qu'elle considérait comme une injustice familiale. Le chef d'enquête, homme consciencieux et posé, cherchait aussi à savoir si Catherine avait déjà manifesté des tendances violentes dans son passé. Or, rien de probant n'était inscrit dans son casier judiciaire. Elle n'avait jusqu'alors été inculpée pour aucun acte criminel. Toutefois, une proche du quartier révéla qu'elle avait surpris, quelques mois plus tôt, Catherine hurlant au téléphone, devant son domicile, des insultes envers sa famille. Les fragments de la conversation qu'elle aurait entendue laissaient penser que Catherine reprochait à ses parents adoptifs de l'avoir utilisée pour se donner bonne conscience et d'avoir ensuite fait de Patricia leur unique priorité. Cette même proche assura à la police que Catherine, en raccrochant, paraissait dans un état d'exaltation étrange, marmonnant qu'elle se vengerait un jour. Les jours suivants, la police rassembla un dossier accablant, des preuves techniques, empreintes, analyses toxicologiques, des preuves numériques, mails, échanges de SMS compromettants et des témoignages situant Catherine sur les lieux du crime. Les deux principaux détectives estimèrent qu'il y avait suffisamment d'éléments pour procéder à son arrestation. Catherine fut alors officiellement inculpée pour le meurtre de Brandon Lowe. Confrontée à ces faits, elle nia d'abord toute intention de tuer Brandon, affirmant que tout n'était qu'un accident. Selon ses dires, Brandon se serait effondré après avoir accidentellement ingéré une forte dose de somnifère, puis, en voulant le ranimer, elle aurait paniqué et l'aurait agressé dans un accès de folie passagère, incapable d'expliquer ses gestes. Les détectives, peu convaincus, relevèrent comment les incohérences de ce discours. Comment expliquer les multiples coups de couteau et la mise en scène d'un chalet loué à l'écart? Son récit paraissait improbable et plein d'inconsistances. Le climat devint électrique au sein des familles. Les parents adoptifs de Catherine cherchèrent à la défendre en avançant l'idée qu'elle n'avait jamais reçu un soutien psychologique suffisant et qu'elle s'était construite avec un sentiment d'infériorité insurmontable. Les parents biologiques de Patricia, déjà anéantis par la mort de leur gendre, ne pouvaient concevoir que la jeune femme qu'ils avaient élevée puisse être à l'origine de la tragédie. Des proches se divisèrent, certains rejetant catégoriquement Catherine, d'autres plaidant la thèse d'une crise psychique. Patricia, écrasée par la douleur, quitta provisoirement la ville et s'installa dans la maison d'une parente lointaine pour échapper à la pression médiatique. Le procès s'ouvrit, 1 an plus tard, à l'automne 2020, et attira une foule de journalistes et de curieux. Cette affaire de famille, trahie, entachée d'un adultère potentiel,
exerçait une fascination malsaine sur l'opinion publique. L'accusation, incarnée par un substitut du procureur aux arguments rigoureux, exposa la préméditation présumée, appuyée sur les recherches Internet de Catherine et ses nombreux mensonges lors des interrogatoires. Il souligna le caractère calculateur et vindicatif de la jeune femme, qui, selon lui, avait agi pour briser la vie parfaite de sa sœur et obtenir un bénéfice financier via une quelconque manipulation de l'assurance. Face à cela, la défense de Catherine s'appuyait sur une stratégie plus émotionnelle, expliquant que la jeune femme avait subi un stress extrême. Les avocats de la défense déployèrent l'argument selon lequel elle avait souffert d'une dépression chronique, de traumatismes liés à son adoption et d'une pression constante pour être à la hauteur de l'image parfaite de Patricia. Selon cette version, Catherine n'aurait jamais eu l'intention de tuer son beau-frère, mais aurait été poussée à un geste irréparable par des paroles humiliantes et une violence supposée de Brandon. Ils allèrent jusqu'à insinuer que Brandon l'avait peut-être menacé de tout révéler à Patricia, ce qui aurait suscité chez Catherine un réflexe de panique, menant à la tragédie. Toutefois, l'accusation présenta un témoignage clé, celui d'un expert en psychiatrie légale, qui expliqua que Catherine présentait une lucidité trop grande au moment de l'acte pour qu'on puisse parler de folie passagère. Le psychiatre décrivit un schéma de rancune alimenté depuis des années, un désir obsessionnel de priver Patricia de son bonheur conjugal. Cette analyse, étayée par les recherches Internet de Catherine sur les méthodes pour endormir une victime, pesait lourd. Les jurés purent entendre des extraits de courriels où Catherine écrivait explicitement qu'elle ne supportait plus de voir sa sœur récolter toutes les louanges familiales, tandis qu'elle restait la fille de rechange. La défense tenta alors de fragiliser ce récit en rappelant la dimension potentiellement consentie de la relation entre Brandon et Catherine. On laissa entendre que Brandon avait pu entretenir l'espoir d'une liaison avec sa belle-sœur, profitant de sa détresse émotionnelle. Mais cette argumentation ne suffit pas à dissiper l'idée d'un crime volontaire. Catherine, pendant le procès, resta généralement froide et discrète, ne laissant échapper que de brèves réponses, sauf lorsque la partie adverse l'interrogeait sur ses sentiments de jalousie. À ce moment, elle eut parfois des accès de colère, lancés à demi-mot, révélant probablement la profondeur de son ressentiment. Quand le moment vint pour les plaidoiries finales, l'accusation souligna la litanie de preuves techniques irréfutables, tandis que la défense implora les jurés de ne pas condamner à outrance une femme que la vie avait déjà tant abîmée psychologiquement. Les témoins de la salle se rappellent encore le visage défait de Patricia, assise en silence aux côtés de quelques amis fidèles, recroquevillée comme si elle voulait disparaître. La presse, de son côté, relatait quotidiennement les rebondissements et s'attardait, parfois avec un sensationnalisme douteux, sur l'aspect incestueux de l'affaire, même s'il ne s'agissait que de la sœur de l'épouse, et non d'un lien de sang direct. Finalement, le jury se retira pour délibérer. L'opinion publique pariait sur la culpabilité de Catherine, tant les preuves semblaient accablantes. Lorsque les jurés revinrent, la tension dans la salle d'audience était à son comble. Ils énoncèrent leur verdict. Catherine Monroe était reconnue coupable de meurtre avec préméditation. La salle resta un instant silencieuse, puis un murmure d'émotion se propagea. L'accusation avait triomphé, convainquant les jurés que tout avait été mûrement préparé par la jeune femme, déterminée à ruiner la vie de Patricia et à se venger de cette famille qu'elle considérait comme injuste envers elle. Le juge, prenant la parole d'une voix grave, prononça la sentence. Une longue peine d'emprisonnement, avec très peu de chances de libération conditionnelle anticipée. Après le procès, Patricia s'éloigna définitivement de Lakewood, préférant l'anonymat d'une autre ville pour tenter de se reconstruire. Elle refusa la plupart des demandes d'interview et vendit la maison qu'elle avait partagée avec Brandon. Les parents adoptifs de Catherine se retrouvèrent plongés dans la honte et la culpabilité,
se demandant où ils avaient commis des erreurs. Certains habitants de Lakewood, bouleversés par cette histoire, se mirent à douter de la convivialité de leur paisible communauté, se demandant comment ils avaient pu ne rien voir du drame intérieur qui se jouait au sein de cette famille. L'affaire marqua durablement les esprits et devint un sujet de conversation lancinant dans les cafés ou lors des réunions de voisinage, chacun cherchant à se rassurer sur le fait qu'il n'existait pas, dans sa propre vie, de rancune aussi dévastatrice. Les conséquences à long terme furent multiples. Patricia, démunie, reçut des soutiens psychologiques dans la nouvelle localité où elle s'installa, mais resta fuyante quant à son ancienne vie. Les rares fois où elle reprit contact avec d'anciens proches de Lakewood, ce fut pour régler des questions administratives ou vendre de vieux meubles. La presse, après un pic d'intérêt, la laissa tranquille. Catherine, de son côté, fut incarcérée dans un établissement pénitentiaire de l'État de Washington, où elle commença à suivre une thérapie psychiatrique obligatoire. Les comptes rendus des psychologues à la prison évoquent une femme qui alterne entre le déni et l'hostilité envers sa sœur et ses parents adoptifs. Son avocat annonça, quelques mois après la condamnation, envisager un appel. Mais le dossier était si accablant que peu de gens crurent possible un allègement de peine significatif. Une fois l'affaire classée, le bureau du procureur fit un bref rapport public, rappelant la nécessité d'ouvrir le dialogue dans les familles souffrant de tensions latentes. Des associations locales à Lakewood organisèrent quelques forums et conférences autour des thèmes de l'adoption et du sentiment de rejet, de la santé mentale et de la prévention de la violence familiale. L'intérêt pour ces réunions retomba néanmoins rapidement, la communauté, traumatisée, préférant vite refermer ce chapitre sombre de son histoire. Encore aujourd'hui, il arrive que des reporters spécialisés en faits divers se déplacent à Lakewood pour tenter de recueillir des témoignages sur l'affaire Monroe, comme on l'appelle dans les archives policières. La cabane au bord du lac a été complètement rénovée. Les nouveaux propriétaires, conscients de l'histoire macabre des lieux, ont longtemps hésité avant de l'exploiter, mais ont finalement décidé de la proposer à la location. Ils préfèrent rester discrets sur son passé pour ne pas effrayer les vacanciers. Les gens du coin, eux, savent parfaitement ce qui s'y est produit un certain matin d'automne, et il n'est pas rare que les adolescents se racontent des histoires effrayantes au sujet de ce chalet, la nuit venue. Malgré la fermeture du dossier, quelques mystères demeurent. Personne ne sait exactement si Brandon comptait rompre définitivement avec Catherine, ou s'il était prêt à aller plus loin dans cette liaison interdite. Les mails soulignaient une tension, un flirt, mais aucun document n'a prouvé qu'il prévoyait de quitter Patricia. Certains pensent que Catherine aurait piégé son beau-frère, se cachant derrière une apparente fragilité pour mieux le manipuler. D'autres estiment que Brandon n'était pas totalement innocent, qu'il avait pu, d'une certaine manière, jouer avec le feu en profitant des failles psychologiques de Catherine. Mais, au fond, tout cela n'a plus d'incidence juridique, la justice a rendu son verdict et la vie doit se poursuivre. Pour la communauté qui se souvient, la morale la plus dure à accepter réside peut-être dans la révélation d'un secret familial que tous cherchaient à enfouir. On ne saura probablement jamais si, avec plus de franchise et d'accompagnement psychologique, Catherine aurait pu surmonter sa souffrance d'enfant adopté et échapper à la spirale de jalousie qui a fini par engendrer un tel acte. Quant à Patricia, elle demeure malgré elle le symbole de l'injustice, car c'est elle qui a tout perdu, alors même qu'elle n'avait commis aucune faute, hormis celle involontaire, d'incarner la sœur parfaite, la fille biologique que les parents portaient en triomphe. Je voudrais conclure en te disant que, selon moi, cette affaire nous rappelle douloureusement à quel point la haine peut naître des silences et du manque de compréhension mutuelle. Je ne peux qu'espérer qu'en ouvrant le dialogue,
et en accordant plus d'attention à ceux qui se sentent exclus, on peut prévenir de tels drames. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Je suis touchée que tu aies pris le temps de l'écouter jusqu'à la fin et je t'invite sincèrement à poursuivre l'aventure sur la chaîne. J'ai d'autres vidéos consacrées à des affaires tout aussi captivantes et je serais ravie que tu restes pour les découvrir. Certaines te mèneront dans des univers encore plus sombres, d'autres mettront en lumière le courage de ceux qui ont réclamé justice. Dans tous les cas, j'espère que ces récits te passionneront autant qu'ils me fascinent.